Bienvenue tout le monde et merci Michel de te rejoindre à nous. Donc, deux mots. Donc, ce webinaire que j'organise, donc c'est le premier d'une série de webinaires que je vais organiser cette année et puis pour la suite aussi. C'est de la part, c'est au nom de la société InnovBlue, qui est donc une société qui existe depuis quelques années, que j'ai créée parce que beaucoup de travail, propositions de conseils et beaucoup de questions que je me pose qui sont en grande synergie avec le travail de Michel et en grande synergie avec beaucoup d'autres personnes. Voilà, c'est un travail qui continue à évoluer, qui a une base scientifique, qui a une base, c'est-à-dire on s'inspire de différents travaux issus de la science, qui s'inspirent aussi de beaucoup d'autres mouvements, qui s'inspirent de l'expérience, qui s'inspirent beaucoup de l'économie bleue. Euh, et donc le résultat de tout un écosystème de beaucoup d'influences. Et donc moi, j'ai vraiment voulu commencer à partager pas uniquement ce qu'on fait avec InnovBlue et avec le design systémique, mais surtout tous les partenaires et les influences qui existent et qu'on souhaite vont continuer à échanger, à, euh, à évoluer et effectivement à co-construire ensemble. Voilà, donc ça c'est deux mots pour moi sur moi. Michel, tu es donc l'invité de cette première webinaire. Je suis ravie de te connaître. Je suis ravie de t'avoir ici. On partage beaucoup de langues ensemble, que ce soit le néerlandais flamand, le français, l'anglais. On n'a jamais parlé en espagnol ensemble, mais ça pourrait être le cas. Non. Je vais t'inviter à te présenter brièvement, au moins brièvement, aussi sur The Peer Foundation, parce que ce que tu fais est tellement riche et tellement riche dans beaucoup de sens que effectivement, tu le feras beaucoup mieux. Ok, bon, ben, peut-être d'abord dire que je suis belge, mais je vis la plupart du temps en Thaïlande où j'ai une deuxième famille. Enfin, donc je suis divorcé, je me suis remarié. J'ai 4 enfants, 2 enfants à Montrouge, près de la Porte d'Orléans à Paris, et 2 enfants ici. Et il y a une dizaine d'années, j'ai créé la fondation Père à Père. Donc en fait, j'ai une vie on va dire dans le monde commercial. J'ai travaillé pour BP, Belgacom, j'ai fait des startups, etc. Mais de plus en plus, je sentais à la fin des années 90 que je me disais, est-ce que je fais partie de la solution, du problème? Et je trouvais qu'on était plus en train d'aggraver les problèmes que de les solutionner. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas continuer comme ça, mais que faire? Grand point d'interrogation. Et donc, j'ai pris 2 années sabbatiques en 2002-2003. Et j'ai beaucoup étudié les transitions. Donc, enfin, je suis européen, donc j'ai étudié ce que je connaissais déjà un peu. Donc, la transition, on va dire 5e, 10e siècle, 15e siècle, et puis l'avènement du capitalisme, on va dire du fin du 18e. Et donc, j'ai essayé de regarder comment ça avait changé. Et la grande leçon pour moi, c'est la mienne, c'est qu'avant qu'un système change d'une façon fondamentale, donc on va dire par une révolution ou quelque chose d'assez radical, c'est vraiment précédé quand même par des décades ou des siècles de changements internes. Et donc, moi, la notion qui m'est sautée aux yeux, c'était la notion je veux dire en anglais, seed forms, donc forme de germe. C'est-à-dire quand un système est en crise, forcément, on va devoir chercher les solutions dans des nouvelles logiques. Et donc, il faut bien regarder ce que les gens font pour solutionner les problèmes que le système n'arrive plus lui-même à solutionner. Mhm. Et donc, en regardant bien ces formes de germes, je crois qu'on peut justement analyser des structures sous-jacentes qui peuvent être préfiguratives pour le système à venir. Voilà. Donc ça, c'était ma méthode. Donc j'ai créé un wiki qui compte aujourd'hui 22 000 articles. Et donc, en fait, je fais une curation, une observation de l'émergence du pair à pair des communs
dans le monde entier, dans tous les domaines, donc aussi bien spiritualité, business, politique. Ceci dit, je travaille surtout en anglais parce qu'à un moment donné, j'ai dû me limiter, quoi. Je ne pouvais plus tout faire. Donc, le côté francophone de mon travail est beaucoup moins important aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans. Et donc, ma documentation est très anglo-saxonne quand même, hein. Ceci dit, c'est les mêmes phénomènes qui se produisent plus ou moins quand même dans le monde entier. Donc, je ne crois pas que ça diminue. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, c'est-à-dire que je suis plutôt un analyste classique. Donc, il faut que ça existe, hein. Il faut que… Donc, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir corriger ces erreurs. S'il y a quelque chose qui marche pas, il faut pouvoir donc changer ses théories. Et donc, là-dessus, créer une sorte d'interprétation qui doit être cohérente et qui est la plus intégrative possible. Donc, c'est-à-dire créer un narratif du changement social et politique et économique qui essaie de fédérer, disons, le plus grand nombre possible de tendances et d'émergences qu'on peut voir. Alors, donc ça reste, on va dire, dans une sorte de rationalité classique, mais on a un laboratoire qui s'appelle P2P Lab. Et donc là, on fait de l'action research, donc c'est-à-dire que moi, je formule des hypothèses et qui sont alors vérifiées ou disqualifiées par un travail disons, de vérification scientifique. Et, voilà. Et donc, on fait ça depuis 10 ans. Et donc, sur base de cette recherche et de nos hypothèses, on arrive petit à petit à une théorie du changement qui devient de plus en plus détaillée. Et ça, on en parlera peut-être plutôt à la fin. Nous, on fait aussi du institutional design, donc du design institutionnel. Donc, on regarde vraiment comment est-ce que les communs, le marché, l'État, comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble, par exemple. Donc, ça au niveau macro. Mais c'est basé sur les nouvelles institutions qui sont en train d'émerger en même temps que ces nouvelles pratiques pair à pair et orientées vers le commun. Alors, peut-être que je vais juste essayer de définir les deux termes, comme ça vous comprenez de quoi je parle. Donc, le pair à pair, c'est une dynamique relationnelle. Ça veut dire que ce sont des systèmes qui remettent à chacun de librement contribuer à un projet commun. Ça peut paraître banal, mais pendant des siècles, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que la plupart des systèmes dans la modernité sont des systèmes qui sont filtrés. Donc, on ne peut pas écrire un article pour un journal si on n'a pas été engagé par le journal et si l'éditeur en chef n'a pas validé l'article. On ne pouvait pas écrire des logiciels si on n'était pas engagé par une entreprise, etc., etc. Alors aujourd'hui, justement, ce qui a changé, c'est qu'on a de plus en plus de systèmes ouverts et collaboratifs. Donc, les systèmes, par exemple, de logiciels libres, du design partagé, de la connaissance partagée, incluent l'émergence des projets blockchain, sont tous des systèmes qui sont basés, sur cette idée de l'open source, donc la connaissance partagée, et sur l'idée d'écosystème ouvert. Donc, on crée des systèmes où les gens peuvent entrer si ils veulent. Et ça a énormément de conséquences parce que si les gens entrent librement dans un projet commun, forcément, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire puisque tu n'es pas dépendant de moi pour ton salaire, par exemple. Donc, du coup, on va devoir inventer des formes de gouvernance, de propriété, de protection qui vont tenir compte de cette nouvelle donne qui est ces grands systèmes, écosystèmes collaboratifs qui sont en train de naître dans le monde entier. Et à tous les niveaux, ça peut être local, ça peut être régional. Mais ce qui est surtout intéressant aujourd'hui avec le digital, c'est que, bon, séparément de l'idée de la langue, qui est un handicap évidemment, c'est que tous les gens qui parlent une même langue, peuvent en théorie et souvent en pratique accéder à des ressources communes. Alors, je viens à mon deuxième point, qui est les communs. Donc, les communs, c'est une institution humaine qui n'est ni le marché ni l'État. Donc, où les gens créent des ressources partagées qui sont gérées selon les normes et les règles de la communauté elle-même. Donc, c'est différent d'une propriété privée marchande, mais c'est aussi différent d'une propriété commune étatique.
Alors, c'est quoi les communs? Ça peut être des pâturages, ça peut être des pêcheurs qui font un accord ensemble, ça peut être ce qu'on voit en Suisse, donc tous les montagnes, les flancs de montagne sont des communs, mais ça peut aussi être des logiciels open source, voire des communs urbains, donc des gens qui créent des écosystèmes pour une nourriture bio, comme les AMAP, ou qui font une coopérative d'énergie renouvelable. Donc les communs, c'est assez vaste, mais donc ça doit être une ressource en commun et qui est gérée par cette communauté. Hmm. Ça m'évoque déjà tellement de choses. Donc, effectivement, ton point de départ, Michel, était, tu as commencé à parler de transition, d'avoir étudié, Oui. analysé les transitions du passé. C'était quoi le déclencheur? Pourquoi les transitions? C'est la raison qui Mais, est tellement évidente aujourd'hui du point de vue alors, écologique moi, ou ton point de départ? c'est à cause de mon travail, en fait, parce que donc, moi, je faisais du scénario planning et de la stratégie pour une grande entreprise de télécom, donc Belgacom, hein, c'était l'équivalent de France Télécom en Belgique. Et donc, de toute façon, je vais faire l'analyse compétitive, comparative, etc. Et déjà, depuis la moitié des années 90, c'était très clair que de plus en plus poussaient des projets qui étaient organisés différemment de ce qu'on connaissait. Je veux donner un exemple. Par exemple, les zapatistes en 95, Au Mexique. groupe d'Indiens dans l'état de Oaxaca, qui avait toute l'armée mexicaine qui était prête à les éliminer. Et avec les réseaux sociaux, ils ont créé un mouvement mondial de solidarité. Et du coup, c'était impossible pour l'armée mexicaine de simplement les éliminer, parce que le coût en relations publiques aurait été énorme. Et puis, on a vu le mouvement interglobaliste qui s'est organisé différemment. Puis, on a vu Occupy en 2011, le mouvement du 15 mai en Espagne. Donc, on a vu des formes organisationnelles qui étaient pair à pair. En même temps, il y avait l'émergence de tous les projets open source. Donc, d'abord dans le logiciel, dans la connaissance, donc on va dire Linux, Wikipédia, et puis dans le design, donc des gens qui faisaient des voitures, qui faisaient des satellites. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des centaines de satellites qui sont déjà dans l'espace, CubeSat, qui sont faits par des communautés pair à pair. Il y a des voitures, Open Motors, Wikispeed, enfin, tu vois, il y a donc des gens qui se mettent ensemble pour créer des designs partagés. Ouais, ça se Et du développe. coup, cette connaissance est disponible dans le monde entier. Et donc, les projets locaux peuvent prendre, on va dire, ce commun, l'adapter, l'améliorer, etc. Et donc, ça veut dire aussi que toutes les solutions, on va prendre par exemple la permaculture, sont des mouvements qui auraient difficilement existé il y a 30 ans, parce que c'était beaucoup plus dur de partager et de créer des connaissances communes. Un autre exemple, ça pourrait être le partage des vélos. Donc, ça avait été essayé des dizaines de fois à Amsterdam et ailleurs, et ça ne Dans marchait les pas années parce que les 70. gens volaient, hein, les gens volaient les vélos, et donc le coût était beaucoup trop élevé. À partir du moment qu'on met un petit chip dans le vélo, que les gens peuvent voir où sont ces vélos, ben, du coup, le partage de vélos devient la norme, puisqu'aujourd'hui, il y a une douzaine de milliers de projets dans le monde entier qui font des projets de ce genre-là. Et donc, alors, au niveau, par exemple, des urbains communs que j'ai étudiés à Gand en 2017, donc il y avait 50 projets en 2008, il y en avait 500 en 2016. Donc, ça fait une croissance par 10 du nombre de projets de citoyens dans les villes qui créent l'énergie partagée, l'habitat partagé, la mobilité partagée. Donc, on voit que les gens, les citoyens aujourd'hui, en tout cas certains citoyens, ont cette volonté de ne plus attendre. Donc, ils voient qu'il y a on va dire une crise multiple et que ni l'État ni le marché sont en train de développer des solutions satisfaisantes par rapport à ça. Et donc, il y a, on va dire, l'intelligence collective qui se met en branle pour essayer au niveau local de trouver des solutions déjà à cette problématique. Ouais. Oui. Donc, est-ce que je peux faire une petite remarque historique quand même, parce que c'est très important. est-ce que tu Donc, peux répéter les derniers mots? Tu peux faire une petite je remarque voulais sur faire quel sujet? un petit argument historique pour les communs.
Donc, les communs, c'est la seule institution humaine qui, dans l'histoire, a réussi de préserver les ressources naturelles. C'est-à-dire que ni le marché ni l'État, historiquement, étaient capables de maintenir des ressources naturelles. Donc, les systèmes extractifs par nature qui sont en compétition les uns avec les autres, donc qui veulent dominer des ressources limitées, ont tendance, et c'est universel, à surexploiter leurs ressources locales. Et donc, toutes les civilisations ont eu ces problèmes de collapse, tous, il n'y a pas d'exception. Et chaque fois dans l'histoire, la réponse des civilisations affectées a été un retour des communs. Il y a même une société très intéressante qui est à la période Tokugawa, si je le prononce bien, au Japon, où on voit qu'il y a une société pendant 3 siècles a été capable de maintenir une population stable et avec donc une stabilisation de leur usage de leurs ressources. Et c'était parce que la terre avait été mise en commun, était gérée par l'empereur, et donc ne pouvait plus être surexploitée par, on va dire, les souverains locaux. Donc ce genre de phénomène, on le retrouve souvent dans des périodes historiques où il y a une surexploitation des ressources au niveau local. Souvent, il y a des grandes réformes religieuses qui essayent de remettre la société en équilibre. Or, aujourd'hui, on est à ce niveau-là au niveau mondial. Et donc, du coup, il y a un retour des communs. Donc, le retour des communs. On peut observer aujourd'hui. Oui, je me rappelle une fois, quand on s'est croisés à Paris, tu m'as dit, tu fais effectivement la curation, tu es clair avec ça, en regardant dans l'histoire de la société, de la civilisation, comme un historien, plutôt que d'être un futuriste, essayer de deviner ce qui se passe dans le futur. Et ça, c'est important. C'est parce que moi, je suis on va dire, d'un type humain assez idéaliste moi-même. Et donc, dans ma jeunesse aussi, j'étais très idéaliste et tout. Et donc, alors, on a souvent cette tendance, il faudrait que la société soit plus égale, il faudrait que la société soit plus juste, il faudrait que… Et on voit aussi le danger de la pensée utopique quand elle prend le pouvoir et essaye de faire ressembler la société à une idée préconçue. Et donc, j'estime que c'est assez dangereux, ce genre d'approche. Mais donc, quand on va par exemple prendre peut-être un exemple, l'émergence du capitalisme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit au XIe siècle l'invention du purgatoire. Donc, dans la religion chrétienne, il n'y avait pas de purgatoire. Donc, c'est-à-dire que quand on faisait du commerce, on avait droit à l'enfer. C'était interdit de faire du commerce par des chrétiens. Donc, du coup, si on veut mettre de l'argent à la disposition, demander de l'intérêt, ce n'était pas possible. Avec le purgatoire, donc c'est une forme de germe qui permet, c'est une innovation idéologique qui permet aux chrétiens de devenir banquiers, etc. Donc ça va créer, stimuler le marché dans les villes médiévales européennes. L'invention de l'imprimante. Avant l'imprimante, les hérétiques étaient éliminés tout de suite. Donc la force de l'Église par rapport au mouvement hérétique on ne pouvait pas la challenger. Une fois que tu as l'imprimante, et donc c'était en fait des petites entreprises mobiles, du coup, la Bible a été traduite dans toutes les langues européennes, et du coup, la réforme a été possible. Tu vois, donc il y a des germes qui naissent en même temps, qui se retrouvent petit à petit. Donc il y a des gens qui vont mettre 2 germes ensemble et puis tout à coup, on a un sous-système, par exemple, donc le marché médiéval, qui n'est plus du tout selon les règles du féodalisme. Ouais, donc mais qui va… Donc, cette force sociale des marchands va petit à petit adapter la société à ses désirs et ses besoins. Donc, moi, je dis la même chose pour aujourd'hui. Les commoners, donc tous les citoyens qui sont en train d'essayer de trouver des solutions pour le climat, pour l'écologie, pour les ressources, etc. Donc, ils créent des alternatives et petit à petit, ils se mettent ensemble pour créer un monde qui
qui peut servir les communs. Donc, comment adapter le marché et l'État par rapport aux besoins des commoners. Donc, c'est une vraie curiosité, une vraie motivation de comprendre le aujourd'hui à partir du passé, à partir de ce qui existe déjà. Oui, de ce qui est déjà arrivé. Exact. Et en même temps, de ne pas rêver, quoi, tu vois, en même temps, de ne pas rêver, donc de ne pas dire il faudrait que, mais plutôt de voir qu'il y a des gens qui le font déjà. Donc, il y a des gens qui mettent en pratique au niveau micro le genre de solution qu'on a besoin au niveau macro. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait que les pionniers, qui sont l'exception, deviennent en fait la nouvelle norme. Donc, toute la difficulté des changements et de la transition est là. Oui, je pense qu'on touche les mêmes risques et sans doute c'est normal. De mon point de vue, avec ce que j'appelle maintenant plutôt la conception parce que le design en français est très différent que le design en anglais. Donc le systemic design qui peut-être a des mêmes questions d'origine, mais qui l'exécute et qui le réalise de façon assez différente que ton travail, Michel. Et donc, l'intérêt du systemic design est tout d'abord vers le travail vers des systèmes économiques et des modèles économiques. Toi, avec le peer-to-peer, c'est social, c'est aussi économique, politique, beaucoup plus large. Le concept design systemic design a été créé par le fondateur, un des cofondateurs du Club de Rome, Aurelio Peccei, qui effectivement posait beaucoup de questions, lui, industrielles, de qu'est-ce qu'on peut faire avec la connaissance que le Club de Rome était un des précurseurs à constater qu'aujourd'hui on peut simplifier en changement climatique. De qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue société puis du point de vue industrie. Beaucoup de réponses qui viennent un peu de cette époque, qui viennent du siècle dernier, viennent de la science, que ce soit de la biologie. Et je pense à Lynn Margulis, biologue, qui a beaucoup fait, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup contribué aux théories de Gaïa avec James Lovelock, et qui a aussi expliqué beaucoup l'évolution de notre nature, autre que ce qu'on dit en anglais survival of the fittest de Darwin, parce que Darwin lui-même aussi disait beaucoup d'autres choses, et pas uniquement ce qu'on appelle le néo-darwinisme de survival of the fittest. Et comme ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on apprend de façon multidisciplinaire dans la science. Pour les sciences cognitives, il y a vraiment beaucoup travaillé, qui commence à expliquer un peu mieux notre monde, et qui commence à nous donner un peu certaines méthodes et certains billes de comment avancer. Effectivement, j'ai mentionné les sciences cognitives. Je ne suis pas experte là-dedans. Je fais une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, dans cette conversation, il y a Michel Duzercq qui effectivement a fait beaucoup de travail sur le travail de Francisco Varela, sur ce qu'on appelle l'inaction, effectivement sur beaucoup de concepts sur les sciences cognitives qu'on va élaborer dans un autre webinaire, ou sinon peut-être plus tard, Michel, tu peux peut-être dire quelques mots. Ma conclusion aujourd'hui, c'est que c'est par observation de la nature. La permaculture, effectivement, a fait un très bon travail de transmettre une philosophie, de transmettre des valeurs sans tomber dans une piège de méthodologie pour sa méthodologie. Ça aussi est en général un risque de prendre une méthode avec les étapes telles quelles, sans changer de posture, sans changer de vision ou d'attitude de comment on voit les choses. Et je pense que là, effectivement, c'est une des éléments que notre travail a en commun, même si nos points de départ et nos chemins sont faits effectivement de façon différente. Un petit mot là-dessus, c'est voilà, donc on peut pas
voir la réalité si on n'a pas une perspective. Et si on dit qu'on n'a pas de perspective, c'est qu'on n'est pas conscient de sa perspective. Mais il n'y a pas une perspective qui est valable par rapport à toutes les autres. C'est-à-dire que qu'on soit dit growth ou transition ou pair à pair ou commun, tu vois, il y a par le fait qu'on a une perspective, on va voir des choses différentes. Mais ça ne fait pas nécessairement dire que toi, tu as tort et que moi, j'ai raison. C'est-à-dire que c'est simplement une heuristique qui fait qu'on va voir certaines choses que toi, tu ne vois pas. Et donc, la façon pour moi d'y arriver, c'est de mettre ces perspectives en dialogue. Dire, voilà quelqu'un qui voit le monde de façon pair à pair, il a trouvé certaines choses. Quelqu'un qui est biomimétique, il va voir autre chose. Quelqu'un qui regarde le monde du point de vue du chaos, de la simple complexité, etc. Et je crois que, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de la vérité, c'est que chacun va illuminer la réalité d'une perspective. Mais ce qui est important, surtout pour chacun, c'est-à-dire, c'est d'avoir une certaine cohérence. Donc, on a le droit à sa perspective, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être consistant dans sa perspective pour pouvoir juger la validité de ce qu'on voit. Et l'autre danger, évidemment, c'est l'idéologie, c'est-à-dire qu'on est tellement attaché à sa perspective qu'on va commencer à adapter la réalité à ses souhaits et commencer à voir ce qu'on veut bien voir et éliminer ce qui nous dérange. Donc ça, c'est l'autre danger, c'est de devenir trop rigide dans une perspective. Ouais, c'est ce Et que. ça, je dis tout ça parce que j'ai fait ces erreurs moi-même, donc on peut espérer un peu apprendre en vieillissant. Que ça soit une idéologie politique, église ou autre, ce sont des dogmes qui amènent effectivement beaucoup de choses qui sont mises en place pour un tas de raisons. Et effectivement, l'enjeu qu'on cherche beaucoup, c'est de trouver une certaine ouverture, d'être dans l'ouverture pour pouvoir voir aussi les choses voilà, de façon pour pouvoir apprendre. Donc, moi, je fais membre d'une association qui s'appelle SOL, qui est celui qui a cette compte Zoom qui est dans l'apprenance d'une organisation, l'apprenance d'un être humain. Ça, c'est une ouverture de ne pas tomber dans ce type de jugement ou d'autres risques dogmatiques. Et effectivement, pour moi, c'est dans la systémique, c'est quand on a sa propre identité. Pour moi, dans la systémique, en tout cas, tel comme je le vois aujourd'hui, il y a deux choses de base. C'est dans la définition du vivant, de ce qui est vivant. D'une côté, c'est toute entité vivante a une autodétermination, donc une autonomie d'action. Mais toute entité vivante est aussi totalement en connexion avec tout ce qu'elle entoure. Voilà, jusqu'au moment effectivement définir ce qu'elle est aussi. Donc, oui. Il y a ces deux choses qui paraissent paradoxes, mais qui existent, que ce soit une cellule jusqu'au plus grand. Et on pourrait parler pendant des heures de ça, mais ce sont des bases qui sont effectivement très importantes parce que par déduction, quand j'ai préparé pour aujourd'hui, Michel, j'ai commencé à trouver un peu des mots-clés des systèmes peer-to-peer, là plutôt système peer-to-peer social, économique, et pas la partie technique qui existe aussi. Il y a beaucoup des choses qu'on retrouve aussi dans la nature et qui sont ces choses qu'on retrouve dans la nature, dans toute entité vivante, dans une organisation, bien sûr aussi. Et c'est tellement en lien que je me pose effectivement la question de cette coïncidence. Donc, dans la nature aussi, il y a beaucoup d'intelligence, de distribution, d'égalité, de dynamique, de collaboration, d'émergence, de partage et de régénération. Mais je crois que le pair à pair, finalement, c'est on va dire, la dynamique naturelle. C'est-à-dire, chez les animaux, il n'y a pas de chef, on va dire. Enfin, il y a des mâles dominants, etc., mais il n'y a pas un langage de donner des ordres.
Et donc, finalement, la coordination dans le monde animal se passe essentiellement par des signaux, par des phéromones, par des signaux visuels, etc. Et le pair à pair, c'est ça. C'est simplement qu'on a aujourd'hui une capacité technique de créer des systèmes de collaboration qui mettent en échelle de façon assez massive cette capacité de coordination par les signaux. Donc, par exemple, quelqu'un qui écrit un logiciel libre, donc il est libre d'entrer dans le système, il a une vision holoptique du système de production. Donc, il voit tout ce qui se fait dans son écosystème. Donc, c'est la même dynamique comme quand on fait un jeu de football. Et il y a deux équipes et tous les joueurs dans l'équipe, ils voient exactement ce que font les 22 joueurs. Et donc, ils adaptent en temps réel leur comportement par rapport à ce qu'ils voient du système. Et ce qu'on a fait avec la technologie digitale, c'est qu'on a mis ça en échelle globale. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer des systèmes comme Linux qui envoient des satellites dans l'espace, etc. Donc, ils sont très, très complexes. Et pourtant, il n'y a pas une entreprise ou un État qui donne des ordres à tout le monde. Il y a des centaines d'entreprises. 25% des développeurs chez Linux ne sont pas payés parce qu'ils font librement pour solutionner leurs propres problèmes. Et tous ces gens-là sont capables de créer quelque chose qui marche, qui est très complexe. C'est ça qui est intéressant et qui finalement, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, hein, ils font des recherches. Aucune entreprise ni aucun État serait même capable de mobiliser ce type d'énergie humaine pour créer ce type de complexité. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant au niveau humain dans ces systèmes, c'est que, donc ça, c'est les études en anthropologie, hein, de Dunbar et tout ça. Donc il y a tout des Group Threshold Theory, donc la théorie des limites de groupe. Et un de ces chiffres, c'est 150, donc la capacité qu'on a de retenir et d'avoir confiance dans environ 150 personnes. Donc on va dire c'est la limite de la convivialité, si on veut. Or, quand on voit donc Linux qui a peut-être, on va dire, 25 000 personnes qui travaillent ensemble, la taille moyenne des groupes collaboratifs, c'est 4. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, on est capable de créer un méga projet alors que la plus grande équipe contient que 4 personnes. Donc, ça, c'est très intéressant au niveau de la capacité de l'humanité de s'atteler à solutionner des grandes crises systémiques, etc., etc. Alors, Linux a été construit et ça ne s'est jamais construit du jour au lendemain. Ça, c'est aussi une autre chose que moi, j'ai appris de la nature. Il y a des choses qui prennent leur temps. Mais aussi pour Linux, il y a une gouvernance, il y a un protocole, oui. Il y a une certaine organisation qui a été mise en place et qui a évolué. Est-ce que, comment, sans doute tu en sais beaucoup plus, comment ça a évolué? Est-ce que peut-être il y a une influence, une apprenance de l'anthropologie ou des systèmes fractals je ou sais pas trop, d'autres… mais ce que je peux affirmer, parce que j'ai étudié les communautés d'open source d'abord et puis les communs urbains, c'est qu'il y a quand même une structure sous-jacente dans vraiment la énorme majorité des projets. Et donc, il y a 3 institutions qui collaborent. La première, c'est la communauté productive ouverte. Donc, c'est tous les gens qui contribuent en commun à cette création commune et qui, à travers le temps, développent leurs propres règles. Par exemple, chez Linux, comme chacun est libre d'y adhérer, l'hiérarchie est inversée, c'est-à-dire l'hiérarchie n'est pas en avant, elle est en arrière. Donc, un chef chez Linux, c'est quelqu'un qui peut dire oui ou non, ton travail est bon assez pour ajouter dans notre système. Donc, ils ont en charge la protection de l'intégrité de l'écosystème, mais ils n'ont pas le droit ni le pouvoir de faire des choses. Donc, c'est une autre vision de l'hiérarchie. Il y a plus c'est une hiérarchie de contrôle, mais ce n'est plus command and control. Donc, ça, c'est une chose. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, dans notre système tel qu'il est agencé aujourd'hui, donc les commoners qui veulent vivre de leur travail vont devoir entrer dans le marché d'une façon ou d'une autre, soit en travaillant pour l'État, hein, ça peut être une solution, soit en étant freelance, soit en créant des petites entreprises. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'autour de cette communauté contributive va se créer une coalition entrepreneuriale.
Et là, la question importante pour les commoners, c'est est-ce que c'est une relation générative ou extractive? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui créent de la valeur ajoutée marchande, est-ce qu'ils font ça d'une façon qui fonctionne pour tout le monde? Ou est-ce que c'est une sorte de captation du commun? Et là, il y a un grand changement dans le capitalisme. Le capitalisme était à l'origine anti-commun. Donc, en fait, le capitalisme il a commencé par la destruction des communs. On appelle ça les enclotures au XVIe siècle en Angleterre. Donc, les terres communes des paysans ont été expropriées, ils sont devenus des terres privées. Aujourd'hui, on voit Google, Facebook, Uber et Airbnb. Ce sont des sociétés qui captent directement la coopération humaine dans les communs. Donc, ils agencent eux-mêmes des dynamiques pair à pair et de création de communs et ils captent, par exemple, Uber et Airbnb, ils captent une taxe transactionnelle, mais ce n'est plus eux qui font le travail. Donc, ils engagent plus de personnes pour faire le travail et créer un surplus par rapport au travail, on va dire, classique. Ils vont agencer le pair à pair et le commun et essayer de créer un surplus à partir du commun. Donc, moi, j'appelle ça du capitalisme proudhonien, parce que Proudhon, au XIXe siècle, il avait un débat avec Marx. Et Marx disait donc ça vient de surplus value, hein, donc le surplus du travail. Et Proudhon dit non, non, c'est parce qu'on met les gens ensemble qu'on crée un surplus. Donc 100 artisans qu'on met ensemble vont être plus productifs que 100 artisans séparés. C'est qui la personne? Prud'homme? Proudhon, Proudhon. c'est un anarchiste mutualiste du XIXe siècle, qui était très connu à l'époque. Et donc aujourd'hui, on voit que cette logique est en fait la logique du nouveau capitalisme. Donc moi j'appelle ça le capitalisme nétarchique, donc l'hierarchie du réseau. Tu vois par exemple Facebook, d'un côté ça permet à 2 milliards de personnes d'entrer en connexion pair à pair. Tu peux ouvrir un forum librement, tu peux te connecter avec des gens et tu peux faire tout ce que tu veux. Finalement, tu peux t'auto-organiser par Facebook, il y a plein de gens qui le font. Mais en même temps, tout ce qui est pas le front-end est centralisé, hiérarchisé, propriétarisé, et 100% du surplus économique qui est créé par les échanges des 2 milliards de personnes sont captés par l'entreprise. Et il n'y a aucun retour monétaire qui se fait. Donc ça, c'est un problème de relation entre les communs et la sphère marchande. Et avec un peu plus de 10 minutes qui restent, si vous avez des questions, je vous invite quand même à vous rejoindre. Oui, je voudrais dire une petite chose, Camilla, si tu me permets. C'est parce qu'il y a 3 institutions. Donc, c'est-à-dire que tous ces communs ont encore une 3e institution qui sont des fondations qui gèrent l'infrastructure. Donc, par exemple, Linux Foundation, Wikipédia, Wikimedia Foundation, Drupal Association. Et c'était la même chose dans les urbains communs. Et c'est aussi une nouvelle façon de voir la gestion parce que ce n'est plus une vision, on va dire, de rareté. Donc, je suis une ONG, je veux résoudre un problème comme Médecins sans frontières. Donc, je vais mobiliser des ressources et les diriger pour solutionner ce problème. Les fondations pair à pair, ils ont une vision différente. Il y a un problème, il y a assez des gens qui vont pouvoir aider pour solutionner ce problème. Donc, on va créer une plateforme qui va permettre aux gens à librement contribuer et collaborer à la solution de ces problèmes. Et donc, ces associations, ils gèrent l'infrastructure de coopération. Mais ils ne sont pas dans l'hierarchie classique comme on connaît jusqu'il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est aussi une innovation. Alors, moi, ce que je fais dans ma théorie, c'est que je pars de cette microscopie, on va dire, et je dis, en fait, c'est un nouveau système de société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout citoyen est productif, puisque tout citoyen contribue d'une façon ou d'une autre à des biens communs. Et donc, on reconnaît non seulement la valeur marchande dans la société, on reconnaît la valeur contributive, tout le monde qui contribue au bien commun de la société. Deuxièmement, le marché, la sphère marchande doit marcher, doit fonctionner pour ces communautés et pour la nature. Donc, ça doit être des formes marchandes génératives qui enrichissent les communs, aussi bien humains que non humains. Et l'État
ça devient un organe de facilitation de l'autonomie individuelle et sociale. J'appelle ça l'État partenaire. Donc, pour te donner un exemple, pour montrer que ce n'est pas uniquement théorique, donc, en Italie, il y a eu le protocole public commun qu'on appelle la réglementation de Bologne pour les soins et la régénération des urbains communs, des communs urbains, pardon. Donc, qui régularise la relation entre les citoyens qui font du commun et la ville. Donc aujourd'hui, il y a plus de 200 villes italiennes qui ont repris ces modèles et ça a mobilisé 800 000 Italiens qui contribuent à des projets communs dans les villes italiennes. Donc ça, c'était un exemple de comment une ville s'est adaptée, si tu veux, à cette nouvelle réalité. Et tout comme IBM s'est adapté à Linux, IBM à un moment donné a compris que Linux était compétitif pour eux aussi et se sont adaptés à la culture et aux normes de Linux. Donc tout en étant eux-mêmes une multinationale énorme, ils étaient moins forts, si tu veux, que l'écosystème collaboratif à laquelle ils se sont joints. Merci. Je vais me taire, hein, je vais écouter là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour Patrick Noël, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Si vous ne me voyez pas. Bon. Moi, oui. Ok. Donc, merci Michel pour la présentation. Ce que je voulais comprendre, c'est est-ce que ta fondation, donc Peer-to-Peer, elle est plus dans une logique de think tank ou plus dans une logique de projet et d'être une espèce à terme, peut-être dès maintenant d'ailleurs, je ne me suis pas renseigné avant, une espèce de plateforme collaborative de projet? Non, on est en fait uniquement plutôt dans donc la curation, la compréhension et puis dans, je dirais, le conseil. Donc j'ai travaillé pour le gouvernement d'Équateur, pour la ville de Gand. Là, je viens de rencontrer le maire de Séoul qui veut faire de sa ville une ville orientée commun. Donc moi, c'est plutôt à ce niveau-là. Moi, j'essaie de travailler comme conseil avec des gens qui veulent s'adapter au commun. Et donc ma méthode, c'est pas de dire comment il faut faire a priori, hein, par exemple, à Gand, j'ai parlé avec 80 pionniers qui ont créé ces projets d'urbain commun. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Puis on a organisé 9 workshops, un par méthode d'approvisionnement, donc habitat, mobilité, etc. Et c'est sur base de tout ça qu'on fait une synthèse de qu'est-ce que les communaux demandent à la ville. Mais donc, on ne va pas, à part des livres et tout, on ne va pas produire du logiciel non. On a plutôt un projet, c'est peut-être un vilain mot, mais idéologique, c'est-à-dire faire comprendre à l'humanité que les communs, c'est essentiel à une transition écologique et équitable. Donc, et donc d'influencer l'humanité, parce que les communs ont été occultés. Hein, donc, la Révolution française a éliminé les communs de la Constitution, par exemple. Il n'y a que le public et le privé. Alors que dans des milliers de siècles, les communs étaient, on va dire, tout à fait normaux. En Occident, on a vraiment occulté les communs. Donc, c'est très important pour moi, et surtout pour sortir de cette dichotomie État-privé, hein, où pendant 200 ans, on a fait toujours les swings entre lib et lab. Donc, il faut étatiser, nationaliser, ou il faut dérégulariser, privatiser. Et en fait, il y a une troisième solution qui est de faire du design systémique, si on veut, qui inclut les communs et trouver des bons équilibres entre les trois institutions modernes. Donc ça, c'est un peu de l'idée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a les réponses à tout, mais déjà, quand on inclut les communs dans du policy making, eh bien, du coup, il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre, qui n'existait pas si on ne connaît pas les communs. Donc, effectivement, oui, tout ce que tu nous expliques, c'est un apprentissage qui peut être très, très utile pour des villes, comme maintenant tu évoques et tu travailles, et tu mentionnes l'Italie, Gand, Séoul, etc. Ça, effectivement, peut aussi être très riche et apporter aux économies et aux entreprises.
La question, c'est… Ah oui, pardon, juste pour finir. La question, c'est jusqu'à maintenant… En fait, Je vois que Michel voulait demander quelque chose aussi, ouais, je vas-y, crois. Michel. Michel. Oui. Michel, oui, je pense à ce que vous, merci pour tout, hein. Mais je pense à ce que vous avez dit, ce qui me questionne. Toutes les sociétés, vous avez dit, reviennent au commun. Mais qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple? Oui, oui. Alors, il y a un livre qui existe en anglais qui s'appelle Ecological Revolutions and the Eggshell Religions. Donc, en gros, donc on a une classe dirigeante, le roi ou l'empereur, etc., qui veut conquérir, qui se bat contre ses voisins, etc. Et puis, à un moment donné, ces sociétés se trouvent exsangues. Donc, par exemple, au XIIe siècle, le Japon était complètement déforesté. Au XVe siècle, l'empereur chinois avait complètement déforesté la Mandchourie. Et ce qui se passe dans ces sociétés prémodernes, c'est que des gens, souvent en fait des gens qui ont un message spirituel, vont dire il faut arrêter, il faut revivre en harmonie avec la nature, etc. Et donc il y aura des réformes religieuses qui vont essayer, on va dire, de rediscipliner la classe dirigeante vers des politiques plus équilibrées. Et par exemple, au Japon, au XIIe siècle, donc, il y a Nichiren, je crois, donc une nouvelle secte bouddhiste qui a émergé. Et en même temps, l'empereur, le premier empereur de cette nouvelle période, a repris le contrôle sur les terres et a interdit la déforestation. Et donc, 3 siècles après, on voit que le Japon est complètement vert. Et la Chine et l'Europe aussi. Donc, l'Europe au 5e siècle, ou plutôt au 8e siècle, c'est le vrai effondrement en Europe, c'est physique, c'est au 8e siècle. Donc, on voit les monastères qui mutualisent le mode de vie, puisque chaque moine a un petit appartement, à manger, a une vie culturelle et spirituelle, a un coût thermodynamique qui est beaucoup moindre que le coût de l'élite romaine. Deuxièmement, ils vont créer une grande communauté open source, l'Église catholique, qui va… donc les cisterciens en particulier vont être les ingénieurs de l'époque et vont complètement transformer le niveau technologique de l'Europe au XIIe siècle. Et troisièmement, on va relocaliser. Donc la féodalité, c'est… Bon, je ne dis pas que je suis pour, mais en tout cas, c'est une relocalisation. Et donc, ces 3 phénomènes, on va les retrouver dans énormément de collapses. Et il y a une étude qui s'appelle HANDY, Human and Nature Dynamics, qui documente des cas depuis le néolithique. Et donc, eux, ils disent que c'est vraiment universel, donc cette dynamique, c'est une sorte de pulsation entre extractivisme et rééquilibrage est une des constantes de l'histoire humaine. Et donc, c'est en fait mutualisé, ça permet de maintenir des services avec un poids thermodynamique qui est beaucoup plus bas. Et là, c'est important de le faire comme il faut. Par exemple, Uber le fait évidemment très mal. Il met tous les chauffeurs en compétition. Du coup, ils doivent rouler plus pour pouvoir attraper le client. Tandis que si on fait une association de voitures dans un quartier, par exemple, il y a des cas aux Pays-Bas, donc un bloc, ils ont 5 voitures, et ben, dès le premier jour, il y a 20 familles qui vendent leurs voitures sans perte de mobilité, parce que les voitures restent 95% du temps dans le garage. Et donc, c'est ça. Donc, premièrement, ça fait baisser le coût thermodynamique. Deuxièmement, ça maintient le service, peut-être pas à 100%, mais en tout cas un bon niveau de service public. Et comme ça utilise beaucoup moins de ressources, c'est moins cher. Donc, en priori, c'est aussi plus inclusif. Donc, ça a plein d'avantages. Évidemment, ce n'est pas une panacée pour tout, mais c'est quand même quelque chose de très important de tenir compte quand on est motivé par une transition écologique, par exemple. Et c'est vrai qu'on n'entend pas parler les écolos de commun, tu vois, a priori. Et donc, ça, c'est un peu ma motivation, c'est moi. C'est de faire en sorte que les gens qui sont motivés par la transition intègrent dans leur pensée l'importance du commun et de la mutualisation comme une des techniques. Donc, moi je réfléchis à 3 niveaux. Donc, tu as le niveau thermodynamique, tu as le niveau socio-économique, et puis tu as le mode d'appréhension.
Donc, disons, la capacité de voir ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'économie classique, il ne voit pas la thermodynamique. C'est occulté. Quelqu'un qui fait une comptabilité à double entrée ne voit pas l'écosystème. Donc, ce sont des outils d'aveuglement, ce sont des outils qui ne nous permettent pas de trouver les bonnes solutions parce qu'on ne voit pas l'écosystème. Et donc, les outils, c'est quand même aussi important. Moi, je ne suis pas technosolutionniste, mais on ne peut pas faire abstraction des outils. Parce que les outils, ils font l'intermédiaire entre nous et notre vision du monde. Donc, ils vont filtrer ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, il y a aussi tout un travail, je dirais, subjectif, intersubjectif, de facilitation, de capacité à coopérer. Donc, c'est un peu Amartya Sen. Hein. Donc, il y a d'ailleurs une femme française que je n'ai pas encore lu son travail, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc, d'écrire une thèse de doctorat qui fait une convergence entre Ostrom, l'étude des communs, et Amartya Sen, l'étude des capacités. Donc, elle parle des communs de capacités. Donc, ça, c'est pour moi un des rôles d'un service public orienté commun, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut augmenter les capacités des citoyens pour que tous les citoyens soient capables de contribuer à des communs. Parce qu'il y a aussi un danger que des gens plus éduqués, etc. Je me tais. J'écoute. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais depuis que j'entends se dérouler, je me dis quand même que c'est dommage que cette recherche des communs ne se nourrisse pas encore de comment on passe du biologique au social. Parce qu'à ce moment-là, si je comprends ça, je suis toujours tout de suite dans les communs. Si je suis en mesure de comprendre comment je passe de je à tu, à nous, et comment l'individu se construit en relation aux autres et à l'environnement, il me semble qu'on est en prise directe avec les communs et que le sens surgit de cette connaissance apprise, mangée en marchant, tu vois. Et c'est dommage de s'en priver. Voilà. Ben, écoute, mais c'est ça moi que j'aimerais bien faire avec vous, par exemple. On pourrait faire un séminaire commun et mettre en dialogue les perspectives. Oui, parce que moi, je ne connais pas ce que vous faites. Non, mais, je ne connais pas le systemic design du tout. Moi non plus. Mais quand je pense aux gilets jaunes… C'est comme ça qu'on avance, c'est en confrontant nos différences. Et moi, j'apprends de vous, vous apprenez de moi, etc. etc. Je m'arrêterai après là, mais c'est vrai que les gilets jaunes ont posé ce problème, qu'il est resté en suspens malgré les interventions de Bruno Latour, qui a écrit un excellent livre que je vous conseille. Oui, je l'ai lu. Où atterrir, est fantastique. Qui est vraiment un mode d'emploi pour développer, à mon avis, les communs. Ceci est resté en suspens socialement parce qu'il n'y a pas encore de maître, entre guillemets, qui guide ces gens en partant justement des communs que l'on pourrait partager. Et c'est le pas qu'il nous reste à faire, je pense. Sinon, on restera éclaté. J'adore vous entendre effectivement cet échange entre vous deux qui effectivement vient de différents chemins. Et c'est exactement la motivation de faire ce type de webinaire et d'avoir plusieurs webinaires pour effectivement pouvoir connecter différentes des chemins, des approches, des différentes terminologies. Et derrière, souvent, c'est similaire, c'est une motivation similaire, mais avec des applications différentes. Parce que je pense, et je ne suis pas la seule à penser que c'est ça ce qui va renforcer et permettre effectivement d'aller plus loin. Je sais, il y a une question qui a été posée, mais avant ça, avant que je perde un peu je vois, je n'avais pas vu. Mon fil, Monsieur Solicratie. Avant que je perde mon fil, parce qu'en fait, une des questions principales qu'on se pose, c'est on veut changer intuitivement. On a une idée de vers quoi ou de quoi non. Donc, de ne pas être dans le dogmatique trop, de pouvoir faire des transitions, changement de paradigme, être dans l'ouverture, dans la collaboratif. On sait tout ça, mais il y a souvent des pièges, il y a souvent des risques. Donc, on cherche un peu plutôt la boussole, pas le chemin, mais la boussole pour orienter, pour connecter. Et Michel, donc, avec les définitions, les caractéristiques des communs et l'expérience historique,
ensemble. Ça, c'est effectivement une boussole très forte que tu présentes aujourd'hui. Avec permaculture dans le sens le plus large, pour moi, il y a une autre boussole, elle ne s'exclut pas du tout. Peut-être derrière, c'est la même chose. En février, je serai en Colombie, je vais visiter les Kogi. En général, les peuples premiers ont une sagesse que de plus en plus est reconnue et valorisée. Probablement, Michel, quand on est chez voilà, ces sages, ils vont être dans les mêmes caractéristiques des communs. Je n'ai pas fait l'étude, mais je me dirais que probablement oui. Donc, voilà, c'est vraiment tellement important de pouvoir Je échanger dire et une petite chose renforcer. là-dessus, c'est que c'est en fait, donc moi, ça fait déjà 10 ans que je travaille au niveau public et je suis un peu un introverti qui s'est forcé à travailler et en fait, je suis assez fatigué de maintenant et c'est un peu paradoxal parce que c'est les gens qui me fatiguent. Tu m'as dit bonjour Donc avec j'étais cette commentaire. sursocialisé. Du coup, voilà. Du coup, j'ai envie de prendre une nouvelle 2 ans sabbatique et j'ai envie d'étudier trois choses au moins. Premièrement, les peuples premiers et tout le problème de l'égalité des peuples premiers et de toutes les techniques qu'ils ont employées pour éviter que leurs sociétés deviennent des sociétés, on va dire, trop hiérarchisées. Donc, il y a toute une littérature là-dessus que j'aimerais bien apprendre et aussi, évidemment, leur mode de gouvernance. Donc, ça m'intéresse énormément. Deuxième période, c'est le Moyen Âge. Donc, quand les paysans ont commencé à quitter leur terre au XIe siècle, ils ont créé des communs, des guildes. Et les villes étaient gérées par les guildes. Et ils avaient plein de techniques pour éviter une oligarchisation de leur système. Donc, il y a toute une pensée, par exemple, de l'économie marchande en Italie au XIIIe, XIVe siècle, qui réfléchit à tous ces problèmes. Comment créer un marché qui marche pour tout le monde dans la ville, par exemple, tu vois. Alors, troisième chose que j'ai envie d'étudier, c'est les mouvements ouvriers non marxistes. Il y a eu plein de mouvements qu'on a oubliés parce qu'il y a une sorte d'hégémonie qui s'est mise en place. Donc, Henri Georges, les distributistes, les guildes socialistes, les associationnistes. Donc, il y a toute une richesse au XIXe siècle où les ouvriers essayaient de s'auto-organiser qui a été un peu perdue. Voilà, donc ça, c'est trois sujets qui m'intéressent énormément. Et ce que j'ai découvert récemment, mais que je ne connais pas encore, mais je le mets comme ça vous pouvez peut-être faire vos propres recherches, et d'ailleurs c'est en France qu'on commence avec ça, c'est toute la méthode des archipels. Donc c'est les idées d'Édouard Glissant pour créer une forme de société qui est basée sur une sorte de libre association. Donc on a une sorte d'identité racine, on a une identité relation. Peut-être que Laurent pourrait me corriger parce que j'ai juste encore lu que des articles, mais ça m'intéresse énormément. J'ai l'intuition qu'on a là, en fait, une méthodologie de gouvernance pair à pair. Parce que je peux dire, il y a des choses qui ne marchent pas, par exemple. Les assemblées anarchistes, ça ne marche pas. Je suis désolé de le dire, mais tous les projets que j'ai vus qui ont fait des assemblées se pètent la gueule après 3 mois. Donc, c'est beaucoup trop lourd en termes de processus. Il n'y a aucune reconnaissance de l'expérience et de l'expertise. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas non plus la réponse du modèle idéal. Mais je vois quand même, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de projets, ça ne marche pas. Donc, si on veut pas une hiérarchie classique, et on sait que que 100% horizontal, ça marche pas non plus, on va devoir chercher des hybridations, des combinaisons, des formes, on va dire, diagonales, qui permettent en même temps une grande inclusion dans la prise de décision, mais qui reconnaissent la connaissance, l'expertise, etc., etc. Et je ne crois pas qu'on a trouvé la solution encore, mais on va la trouver. Moi, je vois le temps passer. On a déjà débordé. Oui, et en fait, j'ai un autre Skype à 10 heures, donc il faudra qu'on arrête. Ouais,
Yannick, désolé, on n'a pas eu le temps pour ta question. Est-ce que peut-être dans les conversations, il a été déjà en partie répondu? Je pense qu'une partie. Sinon, voilà, je te laisse quand même la parole. Et puis après, on va fermer. Oui, oui, bah, pas de souci. Après, l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver, voilà, les communs, le peer-to-peer, etc. C'est une culture et le cadre qu'on définit, en fait, pour que les gens puissent se l'approprier, il faut le faire vivre. Et quand on déploie des projets, des choses comme ça, des trucs collaboratifs, souvent les gens sont noyés dans le collectif et sont détruits par le collectif quand ça se passe mal. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des cadres déjà en place qu'on peut prendre, jeter. Enfin voilà, on essaie de travailler sur le genre des temps de Quechua. Très intéressant. J'aimerais bien en savoir plus. C'est sûr que voilà, c'est tout un côté aussi. Pour moi, c'est aussi du pair à pair, c'est d'étudier, de proposer des modes de gouvernance appropriés à cette nouvelle situation. Bah, du coup, c'est dans le cadre un peu de l'archipel, ça revient aussi à travaux avec Laurent, etc. Essayer de trouver des manières de. Voilà. Donc, je voulais savoir s'il y avait une documentation quelque part des cadres collaboratifs qui ont fonctionné ou quelque chose ou déjà une base de connaissances. Alors dans mes wikis, juste pour dire ça, donc j'ai une catégorie qui s'appelle Category Facilitation, où depuis 10 ans, je note toutes les propositions, les méthodes de facilitation. J'ai une autre qui s'appelle Democracy, Category Democracy, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'expérimentation et d'invention au niveau des pratiques démocratiques, on va dire, étendues. Par exemple, dans la province de Vorarlberg en Autriche, dans la loi, il faut que toutes les propositions légales soient soumises à des conseils citoyens. À Bruxelles, dans la région de Bruxelles, les écolos vont lancer une loi où chaque quartier va avoir son conseil de quartier nommé par des loteries. Donc, ce qu'on appelle le clérotérisme en grec. Puisque les Grecs ils pensaient que la démocratie élective, c'était une aristocratie, c'était une méthode oligarchique, et que la vraie démocratie, c'était quand chacun pouvait avait une chance d'être dans une position de pouvoir. Donc, on est dans une période super intéressante parce qu'il y a vraiment des milliers d'expérimentations. Donc, en général, ce qui se passe, c'est quand on a d'abord une période d'expérimentation et puis petit à petit, les gens commencent à voir ce qui ne marche pas. Et alors, ça va se consolider dans un nombre plus restreint d'alternatives. Mais là, on est encore un peu dans l'explosion cambrienne, donc où on essaye plein de choses, etc. Et il n'y a pas encore assez de collaboration pour faire passer tout ça. Donc moi, ce que j'en suis aussi coupable, c'est-à-dire que quand je m'enthousiasme pour un projet qui semble bien marcher au départ, et puis 2 ans après, il n'existe plus. Mais ça, on ne communique pas, parce qu'on est déjà passé à autre chose. Alors que justement, le mouvement pourrait énormément apprendre des choses qui ne marchent pas. Mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le journalisme, on n'a pas les revues, voilà, donc on est encore beaucoup trop dans la fragmentation des expériences et donc un manque d'apprentissage collectif par rapport à tout ça. On va finir avec ça. Merci Michel. Peut-être au lieu d'essayer que les choses continuent. Et merci Laurent pour les références. Merci Laurent. Toujours un bon soutien. Ouais. On fait le même travail nous deux. Hein. On met en connexion. Je recommande, les deux sont très actifs sur leur page et d'autres pages Facebook. Donc, pour continuer la conversation. J'ai 2 publications en français si ça vous intéresse. Donc, il y a un livre de 2013 qui est une conversation, donc facile à lire, qui s'appelle Très modestement Changer le monde. Et il y a un petit livre de FPH, Fondation pour le progrès de l'homme, qui s'appelle Pour une véritable économie collaborative. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une sorte de vision un peu plus synthétique. Merci. Donc, continuons de connecter
avec les différents réseaux et de se retrouver peut-être dans une autre conversation ou peut-être, Michel, que tu reviennes. Vous savez que Continuer ce mercredi, pendant 5 jours, il y a le P2P Festival. à Paris. C'est plutôt les pair à pair libertariens, mais c'est quand même des gens intéressants qui font plein de choses innovatives. Donc, si jamais vous passez par là, ça vaut peut-être la peine quand même de… Parce que, juste faire cette petite remarque. Alors, moi, je suis très critique par la blockchain, mais c'est open source, c'est des systèmes ouverts collaboratifs, et 40% des tokens sont réservés au monde du travail. Il n'y a aucun marxiste qui a jamais réussi à faire ça. Donc, on doit apprendre de chacun, et ces gens avec qui politiquement je ne suis pas toujours en phase, mais ils sont en train de créer une économie parallèle qui a plein d'aspects intéressants et qu'on ne peut pas simplement ignorer. C'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Très important, effectivement, de pouvoir parler aussi des choses dont on est d'accord et aussi les choses dont on n'est peut-être pas d'accord, de pouvoir les mettre sur les tables et de pouvoir les converser, les discuter. Oui, oui, oui. Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup, Michel.